Véronique arrive en France pour étudier la psychologie pendant 1 an. Elle se trouve à Montpellier et dans sa classe, elle se rend compte que le professeur parle, il y a des auxiliaires, mais personne ne va lui poser de questions. Puis là, elle discute avec une de ses amies, une de ses plus récentes connaissances à la pause, puis elle lui demande est-ce que c'est possible d'aller poser des questions au professeur? Elle dit non, on ne va jamais parler au professeur, on ne peut pas avoir de contact avec le professeur. Voici une illustration de distance hiérarchique élevée, une des 6 dimensions culturelles développées par un chercheur qui s'appelle Hofstede. À plusieurs reprises pendant la période de 1967 à 2010, Hofstede et ses collaborateurs ont posé des questions à des gens, beaucoup de gens, 100 000 personnes. On a recueilli les informations, on a procédé à des analyses statistiques et ça nous a donné les 6 dimensions que je vous présente à l'instant. Avant de passer à la première dimension, quelques mots sur l'étendue de l'étude. Elle couvre 76 pays qui vont du Canada à la Chine, du Brésil à l'Allemagne en passant par l'Angleterre, les États-Unis, le Japon. La dimension de l'individualisme et du collectivisme touche à notre façon de nous définir par rapport aux gens qui nous entourent. La plus grande partie de la planète, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie et aussi en Afrique, on parle de culture collectiviste. Les gens des cultures collectivistes ont tendance à parler au « nous » et à se définir à partir de leurs liens. Moi, je suis le frère de Jean, par exemple. Je suis le fils de Marie. On a tendance à entretenir des liens très étroits avec notre famille et avec notre famille élargie, les oncles, les tantes, grands-parents. La loyauté est très importante. J'ai eu beaucoup de collègues quand j'étais aux résidences à l'Université de Sherbrooke qui provenaient d'Afrique de l'Ouest et qui me disaient qu'ils se sentaient très à l'étroit dans leur famille parce qu'ils devaient beaucoup à leurs parents, à leurs cousins. Puis s'ils gagnaient des montants d'argent importants, mais il fallait absolument qu'ils aient donné une partie de cet argent-là aux gens dans leur famille. Puis des fois, les gens venaient demander cet argent-là, puis qu'eux, des fois, trouvaient ça lourd. J'ai eu un collègue qui venait de Madagascar, puis qui est venu s'établir pendant 15 ans au Québec, et qui décrivait justement que ces liens-là, parfois, étaient un peu étouffants. On va voir qu'à l'inverse, dans la culture individualiste, on a d'autres défis. Dans les sociétés individualistes, principalement en Europe et en Amérique du Nord, on a tendance à se définir au « je ». On va parler de nous à l'aide de caractéristiques personnelles. Dans une entrevue d'embauche, par exemple, vous devez des fois nommer vos défauts, vos qualités, vos expériences personnelles. Vous ne devez pas parler du lien avec votre mère, votre père, vos cousins, vos oncles. La loyauté est beaucoup plus souple. On peut décider qu'on s'éloigne de la famille, on peut décider qu'on appelle un peu moins souvent. Les liens sont moins forts que dans une culture collectiviste. On peut exprimer des désaccords dans une société individualiste plus facilement que dans une société collectiviste. L'envers de la médaille, on peut se sentir plus libre dans une société individualiste, mais les liens sont tellement mous, mettons, qu'on a beaucoup de personnes qui vivent la solitude, qui tombent en dépression, qui ont des problèmes de santé mentale. On a des personnes âgées qui finissent dans des centres pour personnes âgées, avec très peu de visites, ce qui est inconcevable pour des gens de culture collectiviste qui vont accueillir leurs parents à la maison et vouloir maintenir les liens fortement. Dans une culture à forte féminité, on va trouver des valeurs, par exemple, comme l'entraide, la coopération, l'aide qu'on offre aux gens démunis. On pense à la Suède, par exemple, et une souplesse dans les rôles masculins et féminins. Une femme peut aller travailler pendant que son mari s'occupe des enfants. C'est quelque chose qui est possible dans une culture où on valorise la féminité. À l'inverse, dans une culture plus masculine, on valorise la réussite et parfois on valorise aussi l'héroïsme. On valorise l'affirmation de soi, quitte parfois à blesser d'autres personnes ou à écraser d'autres personnes. On valorise les récompenses matérielles et les rôles sont plus rigides. Un homme, ça se comporte comme un homme, ça ne peut pas s'occuper des enfants, il faut que ça aille travailler. Puis une femme, ça se comporte comme une femme, ça s'occupe des enfants. Puis ça reste à la maison. Quand Véronique est arrivée en France et qu'elle ne pouvait pas parler à son professeur à l'université, c'était un choc pour elle. Elle avait connu uniquement le système québécois où il y a une certaine proximité avec les professeurs. Ma directrice de thèse est allée faire son post-doctorat en Californie auprès de Philip Shaver sur la théorie de l'attachement. Philip Shaver, on aurait pu attendre qu'il exige qu'on l'appelle Mr. Shaver, mais dans la tradition universitaire aux États-Unis, on dit aux étudiants, surtout au post-doctorat, de dire « You can call me Phil ». Aux États-Unis, on a
fait ressortir que la distance hiérarchique est moins élevée que dans d'autres pays, par exemple en France. Ça s'applique aussi à la façon de répartir le pouvoir politique. À quel point est-ce qu'on est à l'aise avec un président qui a beaucoup de pouvoir? À la limite, à quel point on est à l'aise avec un dictateur parce que ça va être plus efficace. À l'inverse, dans les pays à faible distance hiérarchique, on prend les décisions ensemble. En Allemagne, par exemple, il y a une tendance dans les compagnies à se consulter et à limiter l'écart hiérarchique entre les patrons et les cadres sous certains patrons. La quatrième dimension est celle de la tolérance à l'incertitude. Et pour l'illustrer, je vais utiliser une anecdote vécue par les Beatles dans la dernière partie de leur carrière où ils ont fait des spectacles, en 1966, aux Philippines. Ils se reposent à leur hôtel, et puis le président avait lancé une invitation, puis les Beatles ont plus ou moins noté l'invitation. Et le lendemain, ils étaient supposés rencontrer le président des Philippines. Ils ne se présentent pas à leur rendez-vous. Le président est très outré. Ça avait été considéré comme un affront très grave. Et dans les journaux le lendemain, ça a paru que les Beatles avaient manqué de respect envers les Philippinois en ne rencontrant pas leur président. En haut, le score élevé est associé à la recherche d'une vérité absolue et est associé à des codes de conduite très rigoureux. Par exemple, quand des vedettes viennent dans notre pays, il faut absolument qu'ils rencontrent le président. C'est un code qu'il faut absolument suivre. À l'inverse, si l'indice est bas, on accepte plus facilement les pensées différentes. On dit, bah, les gens ne pensent pas tous pareil, puis on accepte ça, on tolère la différence, puis les différentes façons de penser. Il peut y avoir des cultures associées à des pays. Il y a aussi des cultures associées à des régions au sein même des pays. Par exemple, la culture urbaine, la culture de campagne. Il y a également des cultures d'entreprise, des cultures de département, des cultures professionnelles. Pour la dimension court et long terme, on va regarder un peu la façon de s'adapter par rapport au changement climatique. Quand on a une vision à court terme, la tradition est très importante. Les traditions ancestrales, on veut les garder, on ne veut pas que ça change, on ne veut pas que ça bouge. On ne va pas s'adapter au changement, on va maintenir des traditions envers et contre tous parce qu'on juge que ces traditions-là sont fondamentales. Quelqu'un qui est très habité par son lien avec l'automobile, qui pour lui, le mode de vie tout à l'auto est fondamental, voit ça un peu comme une tradition. C'est pas quelque chose qui va changer. Et se mettre à se déplacer en vélo, par exemple, c'est quelque chose qui est irrecevable. À l'inverse, dans une culture où on valorise davantage le long terme, on considère qu'il faut laisser un peu les traditions qui viennent du passé pour regarder en avant et s'adapter aux défis. Les gens qui sont plus dans une culture à long terme, dans l'adaptation et le changement, observent la situation climatique et disent il faut changer nos façons de faire, il faut trouver d'autres façons de se déplacer, d'autres façons de consommer de l'énergie, d'autres façons de se chauffer, de se climatiser pour arriver à ralentir la progression des changements climatiques et également de plus en plus s'adapter au changement climatique. Enfin, la dernière dimension, c'est la dimension d'indulgence par rapport à la retenue. À quel point est-ce qu'on peut vivre du plaisir individuel sans subir de réprobation sociale excessive? Est-ce que vous pouvez consommer de la drogue facilement sans que les gens vous jugent? Est-ce que vous pouvez, à la limite, tromper votre chum, tromper votre blonde? Qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là si ça se sait? Est-ce que les gens vont vous juger sévèrement ou ça va être relativement toléré? Dans une société où on valorise beaucoup l'indulgence, on tolère assez bien que les gens cherchent leur plaisir personnel. À l'opposé, on a la retenue. Le plaisir est vu comme quelque chose qu'il faut contrôler par des normes sociales qui sont strictes. Est-ce qu'on tolère que nos enfants à 15 ans, 16 ans sortent avec leurs amis jusqu'à 11 h, minuit, puis qu'ils puissent avoir des relations intimes avec leurs copains, leurs copines, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser et ça ne doit pas se faire avant le mariage, par exemple? Ce serait un exemple de retenue qui serait valorisée, où la norme sociale sert à éviter de se laisser aller trop facilement au plaisir personnel. On peut aller lire plein d'informations sur les différents pays, selon les analyses faites par Ofsted et ses collaborateurs. Ça peut nous instruire beaucoup sur les cultures typiques de certains pays. Par contre, plusieurs individus qui viennent d'une culture donnée, par exemple du Maroc, incarnent pas nécessairement les valeurs typiques au Maroc. Ça se peut que la personne en face de nous, une personne marocaine, soit très différente de ce qu'on a lu sur la culture générale au Maroc.
c'est important de garder l'esprit ouvert en se disant, chaque personne que je rencontre, peu importe sa culture, elle fonctionne d'une certaine façon. Par contre, ces 6 dimensions-là, elles nous aident à émettre des hypothèses et à rester l'esprit ouvert sur différentes façons de fonctionner. À mon avis, ça nous aide à faire preuve de plus d'empathie envers les personnes qu'on rencontre et de garder à l'esprit que les gens, souvent, sont différents de nous.